Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les Experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis, d'Italie, de Suisse, du Japon et ils sont précieux, ces regards internationaux de nos Experts sans frontières pour nous faire sortir de notre bulle, de notre prisme franco-français. Avec eux aujourd'hui, on va débriefer de ce discours choc du secrétaire général de l'OTAN cette semaine qui prépare les esprits, vous allez le voir, à un conflit majeur entre la Russie et les membres de l'OTAN. L'autre grand choc géopolitique, il se joue aussi en Indo-Pacifique entre la Chine et le Japon. Justement, la chef du bureau du Nikkei en Europe est avec nous ce soir. Elle nous dira comment on parle de ce dossier explosif à Tokyo. Et puis, on verra avec eux quel regard ils portent sur notre industrie française au moment où notre ancien fleuron de l'électroménager Brunn se retrouve sous liquidation judiciaire. Les experts sans frontières, c'est parti. Mais avant, le journal de Stéphanie Colo. BFM Business, l'info éco. Et à la une, IKKS, en partie sauvé, le groupe de prêt-à-porter était placé en redressement judiciaire. Le tribunal des activités économiques de Paris retient l'offre de Michael Benabou, le cofondateur de VP, et du président de l'actuel holding Santiago Cucci. Mais près de la moitié des salariés ne seront pas repris, soit environ 500 emplois. Au lendemain de la liquidation du groupe Brandt, le gouvernement y croit encore. Un autre projet est possible dans un autre domaine que l'électroménager. Mais sur le terrain, dans les usines, les salariés sont plutôt mitigés. La CGT Métallurgie les appelle à poursuivre la mobilisation et demande au procureur de la République de faire appel de cette décision. Le gouvernement va revaloriser le SMIC, mais sans coup de pouce, plus 1,18% au 1er janvier selon les syndicats, soit légèrement au-dessus de l'inflation attendue proche de 1%. Ça fait monter le salaire minimum à 1 823 € brut par mois et 12 € brut de l'heure. Et puis le prix des cigarettes va aussi augmenter à nouveau jusqu'à 50 centimes dès le 1er janvier, ce qui porte le paquet à environ 13 €. Les 27 se sont mis d'accord. Tous les petits colis importés seront soumis à une taxe de 3 €. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet prochain. Elle vise à lutter contre le déferlement de produits chinois à bas prix et qui ne respectent pas les normes européennes. L'Union européenne qui se dit prête à geler les actifs russes aussi longtemps que nécessaire. Environ 200 milliards d'actifs de la Russie sont placés en Europe. C'est une décision majeure prise par l'UE, selon Paris, puisque c'était l'un des principaux obstacles à l'utilisation de ces avoirs pour financer l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. Volodymyr Zelensky se rend lundi à Berlin avec les autres dirigeants européens. Et puis l'EPR de Flamanville va enfin pouvoir monter à pleine puissance. L'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert pour augmenter au-delà de 80% la puissance du réacteur. Il a été raccordé au réseau électrique il y a maintenant 1 an. 18h01 sur BFM Business, les marchés. Votre rendez-vous avec CG Finance. Notre mission, vous proposer des solutions personnalisées dans la gestion de votre patrimoine. C'est votre rendez-vous avec Emirates. Avec Emirates, voyagez mieux. Les marchés avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude. Bonsoir. Et le CAC termine en baisse et à noter la forte baisse aussi d'Oracle. Oui, deuxième journée noire pour Oracle après déjà des prévisions décevantes lors de sa publication hier. On avait fait moins 10%, là on est à moins 5,5%. Alors on savait que la moindre déception était de nature à décevoir le marché fortement. Et bien là, rebelote, Oracle a annoncé tout à l'heure le décalage de 2 data centers, de projets de 2 data centers pour OpenAI. Donc ils ouvriront donc en 2028 et non pas 2027 à cause, selon des sources internes, de pénurie à la fois de travail mais aussi de matériel. Donc ça pourrait concerner les puces Nvidia et c'est là que finalement c'est assez dramatique pour le marché parce que ça a concerné évidemment toute la technologie. Nvidia qui a dégringolé après cette annonce moins 2,5%. Le Nasdaq lui perd aussi pas mal de terrain donc à cause de cette annonce. Alors on avait eu aussi depuis le début de la journée des taux obligataires qui étaient en hausse, 4,19% pour le 10 ans américain qui se rapproche de la barre des 4,2%. Le 30 ans aussi qui a flambé. Tout ça pèse bien sûr dans la besace des valeurs technologiques, mais quand même cette nouvelle nous a lourdement plombé et a même fait d'ailleurs reculer le CAC 40. On évoluait toute la journée d'ailleurs en territoire positif jusqu'à évidemment cet événement. Moins 0,2% en clôture. On finit la semaine
en dessous des 8100 points, en dessous de là où on l'avait commencé. Donc on a un bilan hebdomadaire négatif pour le CAC 40. Donc le marché, finalement, s'est bien retourné dans la journée, moins 0,2%, 8068 points. Merci Aude. Restez avec nous tout de suite, c'est les experts sans frontières. Présente les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Ils viennent de me retrouver, ils sont autour de moi. Toujours précieux d'avoir ces regards internationaux sur notre actualité. Nous sommes avec Alberto Toscano, journaliste et politologue italien. Buonasera, Alberto. Bienvenue. Richard Verly, correspondant du média suisse Blick en France, auteur de Cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nevicata. Bonsoir Richard. Bonsoir Mathieu. Nous sommes depuis New York avec Romuald Sciorra, franco-américain, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis et auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Bienvenue Romuald. Et puis bonsoir, enfin, Mathieu. Madoka Kitamatsu, chef du bureau du Nikkei à Paris et Genève. Le Nikkei, je rappelle, un quotidien économique japonais, l'un des journaux financiers tout simplement les plus lus au monde. Bienvenue parmi nous, Madoka. Bonjour. J'aimerais qu'on commence ces experts sans frontières avec ce discours choc du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. C'était hier, jeudi. Il dit cette phrase, Mark Rutte: « Nous devons nous préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle qu'ont connue nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. » Richard Verly, est-ce qu'il a raison de dire ça, Mark Rutte ? Alors, s'il a des informations, et je pense qu'il en a, puisqu'il est secrétaire général de l'OTAN, dans ce cas, c'est justifié de tirer le signal d'alarme tel qu'il le fait. S'il n'a pas ces informations et qu'il le fait simplement pour mobiliser en quelque sorte les troupes européennes, je pense que ça peut être une arme à double tranchant. Parce qu'à force de dire qu'on est en guerre, à force de dire que la Russie nous agresse, à force, etc., on est en train de perdre une partie de nos populations qui n'y croient pas. Et ces populations, elles n'y croient pas et elles sont récupérées, ça ne vous a pas échappé, par les partis nationaux populistes qui sont amis de Donald Trump d'un côté et plutôt amis de Vladimir Poutine de l'autre. Mais alors, Richard, pardon, mais si on rembobine, est-ce que finalement les informations qu'a Mark Rutte, c'est pas celles qu'on a aussi sous nos yeux depuis l'annexion de la Russie en Crimée, depuis l'augmentation de cette menace, si on part de la Crimée? Si c'est ça et qu'il n'y a pas d'autre chose, je pense que c'est exagéré de prédire une guerre, une nouvelle, l'équivalent de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est ce qu'il dit. Je pense que c'est exagéré et que c'est quand même dangereux. Il faut faire attention. Il y a une guerre qu'on dit hybride, il y a des infiltrations de drones qui sont problématiques, il y a des ingérences dans les élections. Tout ça, c'est très grave. Mais est-ce que c'est du même ordre que ce qui se passait en 1939 et qui a abouti à la guerre ? Personnellement, je ne le crois pas et donc je dis, faisons attention aux mots et aux avertissements qu'on emploie. Alberto Toscano, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y va un peu trop fort sur les mots employés ? Tout à fait d'accord. Je ne pense pas que c'est une question d'aller trop fort. C'est une question que si on utilise ce langage, on n'offre pas une épreuve de force, mais une épreuve de faiblesse. Parce que ce type de langage veut décrire une situation catastrophique imminente quand les mêmes pays de l'OTAN, s'ils étaient au bord du gouffre, aujourd'hui, trouveraient une façon, par exemple, de prévoir un avion tous ensemble, plutôt que se diviser dans deux projets concurrents. Ils trouveraient une façon de se rassembler vraiment. Qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté un discours avec des accents parfois un peu populistes sur le fait qu'on est au bord du gouffre, qu'il y aura une guerre demain ou après-demain. Et de l'autre côté, il y a une pratique dans les relations politiques commerciales, dans les divisions persistantes en politique étrangère, dans les divisions persistantes dans l'industrie militaire entre pays de l'OTAN et en particulier entre pays européens, qui donne tous les décalages entre le discours verbal et la pratique quotidienne des pays qui
font ce type de discours. En tout cas, c'est un discours qui fait écho à un autre discours qu'on a entendu, Madoka Kitamatsu, il y a 3 semaines en France. Cette fois, c'était le général Mandon, chef d'état-major des armées françaises, qui, au Salon des maires de France, il s'exprimait devant les maires de France, qui sont des élus très appréciés des Français, et il leur disait cette phrase, il leur disait qu'il fallait, qu'on était dans une période où il fallait accepter de perdre ses enfants. Donc on est un peu dans la même rhétorique martiale très grave. Est-ce que vous aussi, qui couvrez les actualités qui se passent en Europe pour le Nikkei, est-ce que vous trouvez que ces discours sont trop alarmistes, ou est-ce que, avec votre regard aussi étranger sur l'Europe, vous pensez qu'il y a effectivement urgence à réveiller les consciences ? Oui, c'est vrai que le langage a beaucoup évolué depuis 1 an ou 2. Quand on disait que c'est pas la France qui est en guerre avec la Russie, c'est l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on regarde les discussions qui se passent au Parlement sur le budget, c'est sûrement important de souligner l'importance d'investir plus dans la défense. Après, est-ce que c'est une bonne idée d'émettre ce message à l'extérieur de l'Europe? C'est peut-être pas un pas très vigilant. C'est peut-être un message un peu trop anxiogène. Oui. Et vu de New York, Romuald Sciorra, ces messages sont-ils perçus comme trop anxiogènes, ou au contraire sont-ils plutôt, alors j'allais dire les bienvenus, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que sur place, on les entend et ça fait ni chaud ni froid, parce qu'on a l'habitude d'entendre Pete Hegseth, par exemple, le secrétaire à la guerre américain? Écoutez, à titre personnel, je pense que cette hystérie, cette infantilisation du discours militaire est très dangereux. À moins, comme l'a dit Richard, qu'il y ait des informations que nous n'ayons pas, mais je ne le crois pas. Les Américains en auraient fait part. On est en train d'assister à un spectacle navrant. C'est Pierre et le loup. Comment imaginer que nous soyons à la veille d'une guerre semblable à la Seconde Guerre mondiale? On parle quand même de l'armée russe qui n'a pas été capable d'aller jusqu'à Kiev. Comment pourrait-il y avoir sur le sol français ou allemand une guerre d'une telle ampleur? Qu'il y ait un risque pour les pays baltes, c'est une autre discussion. Mais bref, je trouve que tous ces discours sont bien trop anxiogènes, et ici aux États-Unis, ils sont perçus comme des discours d'acteurs internationaux sans véritable influence et qui essayent d'exister de par leurs mots. En tout cas, cet appel à réveiller les consciences, il fait aussi écho à un autre appel, celui de la prix Nobel de la paix 2022, Oleksandra Matvichuk, qui disait ceci. Elle disait: dans les pays européens, c'est un message qu'elle martèle en ce moment, dans les pays européens, les générations actuelles sont devenues des consommateurs de démocratie. Alberto, j'aimerais vous entendre sur ce concept-là de consommation de démocratie. Est-ce que moi, Mathieu Jolivet, ma génération, celle de mes enfants, on consomme la démocratie comme on achète des produits sur Chine et Temu? Est-ce que moi j'étais un consommateur de démocratie ce 21 août 68 quand j'ai assisté d'Italie? J'assistais. Je me suis scandalisé, mais j'assistais à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Est-ce que j'étais un consommateur de démocratie quand, en octobre 56, tout jeune enfant, parce que j'écoutais avec ma famille la radio qui parlait de l'invasion de Budapest et de la Hongrie de la part des troupes du pacte de Varsovie? On a été pendant des décennies dans une situation confortable, dans une Europe divisée en 2 parties, en sachant que dans l'autre partie, il y avait une dictature horrible au pouvoir qui s'appelait dictature communiste. Aujourd'hui, au moins, on se scandalise. Mais on doit imaginer l'avenir. Mais la clé pour gérer l'avenir est notre Union européenne, et notre Union entre-européenne. Et moi, j'aime pas cette atmosphère d'hypocrisie que je perçois quand d'un côté on fait ce type de discours de va-t-en-guerre peut-être exagéré, et de l'autre côté on se divise entre nous. Chers amis, si on est au bord du Titanic, on se rassemble.
vraiment et sérieusement, si d'un côté on crie au loup et de l'autre côté on continue à se diviser entre nous, c'est la démonstration qu'on ne croit pas au cri au loup que nous-mêmes prononçons. Je crois que ce que veut dire aussi cette prix Nobel de la paix 2022 ukrainienne, c'est que, et ce n'est surtout pas pour vous faire offense Alberto, mais c'est que les jeunes générations, ce qu'elle reproche peut-être ou ce qu'elle redoute, c'est que les jeunes générations aient oublié peut-être la fragilité des démocraties et de la manière dont elles se sont construites, Richard. Oui, je pense qu'effectivement c'est ce qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est que la démocratie est devenue un bien de consommation usuelle, au même titre que le fast-food ou au même titre que les abonnements qu'on a sur son portable, et on estime qu'elle va de soi. Je pense que c'est ça son propos. Elle a sans doute raison d'ailleurs, mais c'est une bonne nouvelle. Tant mieux si en Europe on considère que la démocratie va de soi. Cela dit, les jeunes générations, elles ont les yeux ouverts. Le problème, vous le savez avec vos enfants, on le sait tous, c'est qu'ils ont le regard qui porte sur d'autres sujets que nous. Et là, il faut reconnaître qu'il y a des différences entre les générations. Par exemple, les préoccupations écologiques. Vous avez chez les jeunes un courant assez fort qui pense que peut-être la planète se porterait mieux s'il y avait des gouvernements qui, de manière autoritaire, imposaient l'écologie. Ça existe dans la jeunesse. Des jeunes qui pensent que nos démocraties ne sont pas assez écologiques. La preuve, c'est qu'en Europe, on va finalement retarder, vous avez l'échéance de 2035 qui avait été fixée par l'Union européenne pour les moteurs thermiques. On voit bien que l'Allemagne pousse pour continuer de vendre ses voitures. Ils vont enfoncer le clou dans le pacte vert européen mardi prochain, je crois, dans le cercueil du pacte vert. Donc moi, je crois que la difficulté, elle est plutôt là, me semble-t-il, c'est que les générations qui nous succèdent ne portent pas comme nous le regard sur les droits de l'homme, on va dire nécessairement en priorité, mais sur les droits de la planète. Or, les droits de la planète, ils sont bafoués aussi par nos démocraties. Si on revient sur la détermination, là je reviens vers vous aussi Romuald Sciorra, sur la détermination de Vladimir Poutine. Là aussi on a quand même, et Marc Rutte le rappelait, on est quand même sur des chiffres qui illustrent une détermination totale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, je crois, 40% de l'économie russe qui sert à porter l'effort de défense. Et on est à quasiment plus d'1 million de personnes tombées blessées ou mortes depuis février 2022 côté russe. Oui, tout à fait. Et c'est pourquoi, effectivement, on peut imaginer qu'il y a un danger pour les pays de l'ancien espace soviétique. Que ce soit la Moldavie ou même les pays baltes. Mais encore, les pays baltes, c'est l'Union européenne, c'est l'OTAN, c'est un petit peu plus dangereux. Mais je reste convaincu, à l'heure qu'il est, et qu'à moyen terme, que la Russie n'aurait pas les moyens de déclencher une guerre semblable à celle qu'Adolf Hitler a pu déclencher, en ayant conscience de ce qu'il déclenchait. Lorsque Hitler a envahi la Pologne, il savait très bien qu'il entrera en guerre contre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, Poutine n'a pas les moyens d'une guerre frontale contre l'OTAN, même dans 3-4 ans. Et pour quel intérêt d'ailleurs Donc non, je pense que là, nous sommes vraiment dans le discours anxiogène. Je me permets juste de revenir sur ce qui a été dit précédemment. Cette dame qui vient de recevoir le prix Nobel de la paix n'a pas tout à fait tort. Vous savez, ici aux États-Unis, l'idée même de démocratie ne parle plus à une majorité des jeunes Américains. Ce n'est plus pour eux un but véritablement, ce n'est plus vraiment une chose que l'on doit idéaliser, respecter ou vénérer. La démocratie, oui, mais bon, si on a un autre système, pourquoi pas? Et donc effectivement, en Occident, du moins aux États-Unis, mais aussi en Europe, on a un petit peu tendance à consommer les valeurs issues du siècle des Lumières, et donc la démocratie comme un produit, comme tant d'autres, que l'on peut demain jeter à la poubelle si quelque chose de plus appétissant se présente à nous. Romuald, est-ce que l'Europe peut encore compter sur les États-Unis? Écoutez, nous sommes en train d'assister à un basculement géostratégique sans pareil depuis la Seconde Guerre mondiale, vous le savez tous sur ce plateau. Mais au-delà de cela, également un bouleversement civilisationnel. Nous parlions des valeurs humanistes, toutes ces valeurs issues de la Renaissance, du siècle des Lumières, etc., qui ont connu un apnée en 1945 avec la mise en place
du système multilatéral ne parle plus, non pas seulement aux jeunes générations, mais aussi à beaucoup de nos leaders. Et aujourd'hui, les États-Unis, avec le document qui a été publié la semaine dernière, a juste inscrit cela noir sur blanc. Comme j'ai déjà dit sur votre antenne, l'objectif concernant l'international de l'administration Trump-Vance pourrait se résumer en une phrase: mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral instauré à partir de 1945. Et donc, ce papier entérine cela, et il est très clair, très très clair, qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus et ne seront plus jamais, quelle que soit la prochaine administration, le partenaire que l'Europe a pu connaître. Celui qui a parfaitement résumé la situation, c'est Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui a dit: les choses ne seront plus jamais, mais plus jamais les mêmes pour l'Europe et le Canada concernant les États-Unis. Donc oui, on peut encore compter sur les États-Unis en Europe, c'est encore un partenaire fort, mais ce n'est plus le partenaire que nous avons pu connaître. Et aujourd'hui, les États-Unis regardent du côté de l'Asie, mais aussi beaucoup du côté de la Russie. Encore une fois, ce document choc, qui est finalement un précipité de la doctrine de Donald Trump, qui a été publié par la Maison-Blanche la semaine dernière, Alberto, c'est un document dans lequel il est écrit noir sur blanc le risque d'effacement civilisationnel en Europe. Si, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait penser au discours sur la guerre des civilisations et dont on a tellement discuté pendant les années 90. Mais la civilisation, les ADN de la civilisation européenne, le respect de ses propres valeurs. Et nous devons garder nos valeurs et les défendre, mais on doit les défendre tous les jours dans le comportement de nos gouvernements. Quand on n'est pas capable d'avoir une politique commune sur la question migratoire, quand on essaye chacun de filer à l'autre, au voisin, comme la France fait avec l'Italie. Les problèmes de migration vers Lampedusa et la Méditerranée, nous avons une réelle raison d'inquiétude sur le terrain de nos valeurs parce que nous, on n'est pas capable de nous rassembler pour les défendre. Et la question n'est pas la guerre des civilisations, la fin de notre civilisation. C'est nous-mêmes que par le manque de clairvoyance de nos gouvernements, nous ne sommes pas capables de nous entendre pour défendre nos valeurs sur des terrains sensibles. Vous avez raison, le manque de coordination européenne, et j'aimerais rebondir aussi sur un média américain cette semaine, c'est Defense One, qui a consulté une version plus longue de cette revue de sécurité nationale des États-Unis, et qui nous dit que l'administration Trump, dans ce document plus long, appelle aussi à travailler davantage avec l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et l'Italie dans le but de les éloigner de l'Union européenne. Donc là, c'est presque du Machiavel. Là, on est sur diviser pour mieux régner. Enfin, c'est un Machiavel du dimanche, si vous permettez. Franchement... Allez-y, au contraire. Si, bien sûr. Les Américains peuvent nous essayer de nous diviser. Ce ne serait pas la première fois. Mais le vrai problème n'est pas un rival extérieur. Le vrai problème est des incertitudes intérieures. C'est notre manque de courage. L'Europe doit savoir que si elle ne se rassemble pas, elle aura créé elle-même la raison de son échec et de sa crise. Ça ne dépend pas des Américains, ça dépend de nous-mêmes. Et ça, il faut le dire, parce que trouver un rival ou un danger extérieur, c'est facile. Mais mettre nous-mêmes et nos dirigeants devant leurs propres responsabilités, ça c'est vraiment plus difficile. Madoka Kitamatsu, ce document choc publié par la Maison-Blanche la semaine prochaine, c'est aussi quelque chose qui a fait réagir au Japon ? Oui, mais un peu moins comparé en Europe, parce que quand on pense à l'alliance entre les États-Unis et le Japon, ça a été toujours les États-Unis qui étaient quand même qui avaient beaucoup plus de pouvoir au niveau économique, au niveau militaire. Donc ça n'a jamais été très égal à ce comparé à ce que les Européens voulaient croire.
dans leur rapport avec les États-Unis. C'est vrai qu'il y a une longue histoire d'alliance, notamment militaire entre le Japon et les États-Unis, qui fait que finalement, on était sous le parapluie américain et que ça n'étonne pas plus que ça. Oui, en plus, c'était une alliance qui a été créée suivant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour le Japonais, c'était l'ennemi d'hier qui nous protège aujourd'hui. En tout cas, on voit que Donald Trump essaye de se démener encore pour décrocher un nouveau trophée de paix à accrocher dans son bureau ovale. Il aime dire que sous son égide, il y a déjà eu 7 simili-accords de paix, qui sont souvent des accords de paille, on peut le reconnaître. Mais derrière la paix, il faut reconnaître qu'il y a aussi beaucoup de business que veut développer Trump. Il est un peu en deal maker, en train d'essayer de trouver des accords de paix. Et écoutez d'ailleurs ce que disait hier jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Yesterday we also talked with American team. Hier, nous avons eu des échanges avec la délégation américaine sur un éventuel accord économique et la forme que pourrait prendre l'engagement américain dans la reconstruction de l'Ukraine. Nous avons aussi transmis une version révisée du document cadre sur lequel nous travaillons. Il comprend 20 points susceptibles de constituer la base d'un accord. Voilà, Romuald Sciorra, bien sûr, on apprend que dans les négociations en cours, d'ailleurs Zelensky sera lundi aussi à Berlin, dans les négociations en cours avec les États-Unis, on négocie le positionnement de plein d'entreprises américaines en Ukraine. Bien évidemment. Mais écoutez, rien de nouveau avec l'administration Trump. Regardez les accords d'Abraham au Proche-Orient. Regardez aujourd'hui, dans un autre domaine, la bataille Paramount-Netflix, quand on sait que la famille Trump est impliquée là-dedans. Bref, depuis le retour de Trump, on sait très bien que ce dernier a des vues pour les États-Unis, mais aussi pour sa famille et les entreprises familiales sur les richesses, soit naturelles, soit les potentiels commerciaux en Ukraine, bien évidemment. Mais c'est peut-être un petit avantage pour Zelensky. Il est évident que l'Ukraine est malheureusement acculée, qu'on sait très bien que Trump va tout faire pour avoir un traité ou quoi que ce soit signé au plus tard au début de l'année, et que cela sera largement au détriment de la pauvre Ukraine. Néanmoins, Zelensky a quand même une petite carte à jouer, puisque aujourd'hui, cela dépend quand même de lui d'accorder à Donald Trump et à sa famille ce que ces derniers voudraient bien obtenir du gouvernement ukrainien. Donc je dirais qu'il a une petite carte à jouer, mais cela ne changera pas véritablement la donne. Malheureusement, l'Ukraine va devoir signer cet accord de capitulation, bien pire que ce qui aurait été le cas avec Kamala Harris, même si le résultat aurait été quand même plus ou moins le même. Richard Verly, on voit derrière cet accord de paix peut-être qui se profile beaucoup de business, et c'est Donald Trump qui tente de transformer la ligne de front en un espace de business piloté par les entreprises américaines. Oui, moi, pour la reconstruction. Moi, ce qui me fait peur, il y a un scénario qui vraiment... tout fait peur dans cette histoire, à commencer par la victoire de facto qui sera accordée à Vladimir Poutine si le plan de Trump l'emporte. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est que Volodymyr Zelensky, qui a absolument besoin des soutiens européens et qui est devenu un peu le symbole d'un combat européen, à un moment donné va être obligé de lâcher les Européens. C'est-à-dire qu'au fond, on va se retrouver dans une situation où les Européens vont payer toutes les factures, mais n'auront aucune opportunité importante de participer à la reconstruction de l'Ukraine, parce que les Américains auront tout préempté. Et regardez ce qui se passe... Ils ont déjà signé un accord minier l'été dernier. Il y a déjà les terres rares, mais regardez ce qui se passe sur les actifs russes. Moi, j'attends le moment où Volodymyr Zelensky va donner son accord. J'en ai très peur, va dire finalement ces actifs russes gelés, vous savez, dans cette structure de compensation qui s'appelle Clearstream, finalement c'est assez normal que les États-Unis en prennent une partie. Ils nous ont tellement aidés que ce serait normal. Et c'est ce scénario-là qui me fait peur. Je signale quand même que Donald Trump s'est permis de dire
semble-t-il, d'après son entourage et d'après des fuites américaines, que l'Ukraine pourrait rentrer dans l'Union européenne dès 2027. Dès 2027. Donc c'est complètement fou. Et Zelensky, à un moment donné, il va devoir céder. J'ai peur qu'il cède contre l'intérêt européen. Et ça, je dois dire que ça serait le pire des scénarios. Allez, on va marquer une courte pause, Alberto et Richard et Madoka et Romuald. Donc, je vous retrouve dans un instant. J'aimerais qu'on parle aussi d'un autre potentiel choc géopolitique majeur qui se passe un peu plus loin, beaucoup plus loin de chez nous, en Indo-Pacifique, entre la Chine et le Japon, autour de Taïwan. On en parle tout de suite. FM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières. J'aimerais qu'on parle maintenant avec nos experts autour de cette table et puis depuis New York d'un autre choc géopolitique majeur potentiel qui est d'ordre systémique en tout cas, qui est autour de Taïwan, avec une tension qui ne retombe pas entre la Chine et le Japon. Madoka Kitamatsu, je rappelle, vous êtes la chef du bureau du Nikkei à Paris et à Genève. Oui. Il y a eu cette semaine, après on va rembobiner pour essayer de comprendre, mais il y a eu cette semaine un incident aérien assez important au large d'Okinawa. Oui. Oui, donc ça c'est une des réponses chinoises, il paraît, suivant le discours que notre Premier ministre a donné au Parlement il y a quelques semaines, où elle a dit que les actions militaires chinoises dans le détroit de Taïwan posent un risque existentiel pour le Japon. C'est ça, parce que ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a des avions chinois qui ont verrouillé avec leur radar des chasseurs japonais. Oui, et ça sur le plan stratégique militaire, quand on verrouille un avion, c'est la dernière étape avant de tirer, quoi. Donc le message est très très fort. Oui. À l'origine, je crois qu'il y a quand même un discours assez choc de la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, le 7 novembre dernier, devant le Parlement, où elle disait clairement qu'elle était prête à envoyer les forces d'autodéfense, donc l'armée japonaise, à Taïwan. Oui. Alors, est-ce que c'est vraiment différent de la position du gouvernement japonais jusqu'à maintenant? Non, c'est en ligne avec ce qu'on a toujours dit, que le détroit de Taïwan est vraiment la clé pour la sécurité japonaise. Est-ce qu'elle avait besoin d'aller si loin, si précis? Non, pas vraiment. Il paraît que c'était pas le discours que les bureaucrates japonais avaient préparé pour elle, c'était vraiment spontané. Ah d'accord, ça a été spontané. Oui. D'accord. Mais ce qui est extrêmement rare, je crois, même dans l'histoire et la culture contemporaine japonaise, il y a quand même, il faut rappeler qu'il y a quand même une constitution pacifique du Japon où le pacifisme est inscrit dans votre constitution. Et de dire qu'on peut aller mener des opérations militaires à l'extérieur, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Quand même. C'est là qu'il y a une ambiguïté japonaise, mais c'est disons que donc, quand un autre pays en lien profond avec le Japon est attaqué, ça pose aussi un danger pour le Japon. Oui. Et est-ce que ça, je crois que pour bien comprendre, il y avait déjà l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui lui avait aussi déjà fait une brèche dans la doctrine de défense japonaise en expliquant que le Japon désormais pourrait agir à l'extérieur seulement si on estimait qu'il y avait une menace existentielle pour le Japon. C'est donc est-ce que c'est cette lecture-là que Sanae Takaichi fait aujourd'hui autour de Taïwan? Oui, mais la différence, c'est que Abe n'a pas précisé à ce point en parlant d'attaque chinoise dans le détroit de Taïwan. Alors, Abe était quelqu'un de très très droite aussi, mais ce qui était différent, c'est que quand il était dans la poste de Premier ministre, il arrivait un peu à diriger dans une façon d'entretenir un bon rapport plus ou moins avec les pays auteurs. C'est ce que Takaichi n'arrive pas à faire jusqu'à maintenant. Et c'est peut-être ce fait, cette
position très forte, peut-être un peu trop forte, qui l'a permis à devenir Première ministre, parce que quand même dans la société japonaise, être une femme et Première ministre, c'est quelque chose. C'est une première. Et d'ailleurs, je crois qu'elle se revendique en tant qu'héritière politique de Shinzo Abe. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il faudrait voir le site du Global Times. Global Times, c'est une antenne d'un média d'État chinois, le quotidien du peuple, qui titre cette semaine, le Global Times, Takaichi est qualifié de pire première ministre pour avoir détruit la diplomatie pacifique. Et donc en fait, quand vous lisez les médias d'État en Chine depuis le 7 novembre, ils ne décolèrent pas. Xi Jinping est furieux et attend des excuses qui ne viennent pas. Oui, et ça, c'est qu'ils profitent sûrement de ce moment parce que la Chine a ses propres problèmes à l'intérieur économique et c'était vraiment une bonne opportunité d'attaquer à l'extérieur pour que les gens voient moins des problèmes à l'intérieur. Après les sondages au Japon, Takaichi a un soutien de 70%. C'est ça, donc, elle est extrêmement populaire. Oui, donc on ne partage pas la vie des... Mais cette poussée de fièvre, elle est aussi, c'est pour ça, pour bien comprendre, cette poussée de fièvre, elle traduit aussi une relation peut-être parfois complexe, avec des plaies historiques qui sont peut-être encore un peu ouvertes entre la Chine et le Japon. Oui, tout à fait. Donc, c'était vraiment pas la peine d'être si précis, si concrète dans le discours. C'est ça, et de souffler sur les braises. Oui, c'est ça. Romuald Sciorra, j'aimerais qu'on parte aux États-Unis. Je rappelle, vous êtes franco-américain, chercheur associé à l'IRIS et vous dirigez l'Observatoire politique géostratégique des États-Unis. Il y a une relation, une histoire d'alliance militaire très forte entre la Chine et entre le Japon et les États-Unis. Est-ce que cet incident d'Okinawa cette semaine, on peut la lire en se disant que c'est peut-être une manière pour Pékin de tester la réaction américaine ? Oui, tout à fait. Les Chinois, comme d'ailleurs le gouvernement japonais, ont bien compris que la relation entre le Japon et les États-Unis avait des chances de suivre plus ou moins la même dynamique que celle entre les États-Unis et les Européens. Donc oui, effectivement. Par ailleurs, le gouvernement japonais a tiré les leçons de ce qui se passe en Ukraine. Et le gouvernement japonais a bien compris, et je suis convaincu de cela, c'est-à-dire qu'il y a quand même de fortes chances que Xi tente de reprendre Taïwan rapidement, durant le premier mandat de Trump. Et il est presque certain, du moins selon moi et de nombreux experts ici, que les Américains n'interviendront pas. Ils n'ont pas envoyé un soldat mourir pour l'Ukraine, ils n'enverront personne mourir pour Taïwan, se réfugiant derrière le fait que Taïwan n'est pas reconnu par les États-Unis, l'ONU et la communauté internationale comme un pays indépendant. Donc oui, tout à fait, on peut y lire ce que vous avez dit. En tout cas, le Japon a bien compris que sa relation avec les États-Unis ne serait plus tout à fait la même au cours des prochaines années. Et en même temps, Romuald, on voit que l'alliance, enfin le Japon, je crois, reste le premier pays hors des États-Unis où il y a un contingent de soldats américains aussi fort. Ils sont plus de 100 000 installés. Il y a plus de 120 bases militaires américaines installées au Japon. Je crois qu'ils ont créé récemment même un commandement commun japonais et américain. Ils ont des missiles ensemble avec des exercices navals situés sur des îles qui sont les plus proches de Taïwan. Il y a quand même des signaux de détermination assez fortes sur place. Oui, bien évidemment, comme les dernières manœuvres militaires, exercices militaires conjoints. Bien sûr, néanmoins, si on réfléchit sur le moyen et le long terme, et si on part du fait qu'il est probable que les États-Unis n'interviennent pas une fois que la Chine aura tenté de reprendre ou repris Taïwan, le Japon doit, et ça a toujours été dans la politique de ce pays, d'essayer de voir sur le long terme, voire le très long terme, se doute qu'au cours des prochaines décennies, je ne parle pas des 2, 3, 4, 5 prochaines années, il y a des chances que les États-Unis n'aient d'ailleurs plus les moyens
de ce déploiement militaire permanent dans la région Indo-Pacifique et que les États-Unis se détournent un petit peu de leur rôle de grand protecteur. Et donc, quid des relations entre la Chine et le Japon à partir des années 2050. Donc oui, effectivement, il y a encore des liens très forts, comme il y en a encore entre l'Europe et les États-Unis. Mais si on se projette un petit peu plus loin, le Japon commence à s'inquiéter, comme d'ailleurs le Canada avec les États-Unis, qui aujourd'hui voient que les États-Unis, le grand ami, le protecteur, il y a encore 2 ans, 1 an, pourrait demain être le prédateur. Ce qui ne sera pas le cas avec le Japon. Les États-Unis ne seront évidemment pas le prédateur concernant le Japon, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Bien sûr. Richard Verly, comment est-ce que vous regardez aujourd'hui cette poudrière de l'Indo-Pacifique autour de Taïwan ? D'abord, je trouve que la première ministre japonaise, alors on peut dire qu'elle est allée trop loin, on peut dire qu'elle joue un peu avec le feu, mais elle est courageuse. Elle est courageuse. C'est pas simple de dire ce qu'elle a dit dans la position où elle est, et on parlait tout à l'heure des leaders européens, quelquefois, ils devraient peut-être regarder du côté du Japon, moi j'étais correspondant à Tokyo, ils devraient peut-être regarder du côté du Japon pour le courage politique que ça signifie, parce qu'il y a aussi toute la révolution culturelle que ça signifie au Japon. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle a raison ou tort, je dis simplement qu'elle fait preuve de courage et de volonté à un moment donné où en Europe on parle beaucoup, mais le courage et la volonté, on peut se poser la question. Vous avez raison de rappeler que même Donald Trump n'ose pas s'opposer à Xi Jinping. Je ferme la parenthèse. Absolument. Puis la deuxième chose, la deuxième réflexion qui me vient à l'esprit, c'est que il y a, vous savez, dans la même maison d'édition, on vient de publier un livre sur Taïwan qui s'appelle, dont le sous-titre est « Survivre libre ». On a tendance à oublier dans les discours, on parle de Taïwan, que c'est une démocratie. On l'oublie maintenant, on en parle de moins en moins. On parle de Taïwan, de l'assaut futur chinois. C'est une démocratie que notre devoir, si nous sommes logiques avec nous-mêmes, est de défendre ou en tout cas d'empêcher que la Chine l'attaque. Puisque je rappelle que la France et la plupart des pays européens reconnaissent que Taïwan fait partie de la Chine et ont pour politique une seule Chine. Donc il s'agit de faire en sorte que la Chine ne l'attaque pas. Donc, rappelons aussi cet élément démocratique. Et enfin, moi, je suis très intéressé par ce qui est en train de se passer dans toute la zone asiatique. Vous savez que le conflit a repris, conflit frontalier, pas très très grave, encore que, entre la Thaïlande et le Cambodge. Moi, je suis convaincu... 1 demi-million de déplacés à la frontière. Je suis convaincu qu'il y a une partie secrète qu'on ne connaît pas, une partie sous la table, qui se joue en Asie du Sud-Est. Les États-Unis ont besoin de contenir la Chine. Or, un pays comme le Cambodge était devenu l'un des bastions stratégiques de la Chine dans la région. Le Cambodge, pour le dire, était complètement colonisé économiquement, même militairement par la Chine. Et donc, d'un seul coup, on voit se réveiller un conflit frontalier avec un gouvernement thaïlandais qui est très offensif. J'ai de la peine à croire que la Thaïlande se soit ainsi passée à l'action sans avoir quelque part l'aval de Donald Trump, même si Donald Trump, qui est un homme de paix, dit qu'il est un homme de paix, il a quand même des intérêts à surveiller. Son objectif, c'est d'être une digue face à la Chine, et je pense qu'on va voir des choses comme ça fleurir dans cette région. Vous avez raison de rappeler que Donald Trump veut aussi avoir cet accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, et que derrière, effectivement, on voit bien qu'il y a des intérêts économiques forts et aussi asseoir l'influence américaine dans cette zone d'Asie du Sud-Est où la Chine est très présente. Je ne serais pas surpris si dans les mois à venir, il y avait des mouvements contre les communautés chinoises en Asie du Sud-Est, des mouvements qui sont a priori spontanés, mais qui ne le sont pas tant que ça. Donc la Chine n'est pas aussi solide que ça, et les Américains le savent, et il y a encore une fois une partie peut-être de guerre, entre guillemets, secrète, qui commence à se manifester. Madoka, j'aimerais revenir aussi au niveau de la société japonaise. C'est quoi la relation avec Taïwan ? C'est une relation, est-ce que c'est via le géant TSMC, une histoire technologique avec des liens technologiques très forts entre les deux, une histoire culturelle? C'est quoi les liens entre la société japonaise et Taïwan aujourd'hui? Alors déjà, géographiquement, on n'est vraiment pas loin. Donc, par exemple, l'île d'Okinawa, où la plupart des bases américaines sont placées, est juste à côté de Taïwan. Donc, géographiquement, c'est très facile d'aller à une région à l'autre. Et puis, il y a aussi des points communs culturels aussi.
à cause de ce que le Japon avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait une occupation japonaise. Il y a des générations en Taïwan qui arrivent à parler le japonais. Donc il y a beaucoup de... C'était l'ancienne Formose. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de rapprochements culturels. Et on sait que le Taïwan compte sur beaucoup de pays, y compris la France, de les protéger. Et je pense que la Taïwan compte beaucoup sur le Japon aussi. Taïwan a été japonaise jusqu'à 1945. Entre 1895 et 1945, corrigez-moi si je me trompe, Taïwan a été occupée par les Japonais. Dont la relation entre Taïwan et le Japon est une relation qui a des racines aussi historiques. Et on voit bien, Alberto, tout à l'heure, Richard nous en parlait, mais la difficulté du dossier pour la majorité des puissances à travers du monde, c'est que les liens diplomatiques avec la Chine sont scellés avec le principe d'une seule Chine au cœur des partenariats stratégiques. Avec beaucoup d'ambiguïté, parce qu'il y a encore des relations évidemment commerciales. Taïwan est le grand producteur de semi-conducteurs au monde, mais aussi des relations politiques. Il y en a, culturelles. La fête du double 10, le 10 octobre, la fête nationale de Taïwan est fêtée, célébrée à l'ambassade de Taïwan, l'ambassade, la représentation diplomatique de Taïwan à Paris, et toute l'élite parisienne de l'économie est présente. Donc, il y a de l'ambiguïté dans ce concept de la reconnaissance de l'appartenance de Taïwan à la Chine. Il y a un principe qui, pour le régime chinois, est gravé dans le marbre, mais depuis 1949, pas depuis aujourd'hui. Et c'est le principe d'une seule Chine. Pour Hong Kong et Macao, ça a été facile, relativement facile, de trouver un compromis. Pour Taïwan, il est tout simplement impossible, au moins dans des conditions prévisibles. Et ça entre dans un type de discours qui inquiète les Japonais et qui se prépare. D'ailleurs, je remarque que pour ceux qui regardent l'aviation de l'avenir, il y a la collaboration entre Japon, Grande-Bretagne et Italie pour réaliser ce grand superchasseur technologiquement très avancé de l'avenir, dont il y a aussi... Dassault ne fait pas partie de la partie. Dassault fait l'autre avion concurrent avec les Allemands et les Espagnols. Il veut le faire tout seul, d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que la coopération avec l'Allemagne puisse marcher, et on me dit que l'Allemagne est en train de trouver un accord avec les Suédois. C'est dire... Ça, c'est une histoire de l'Europe encore. Une histoire. Pour revenir au discours de tout à l'heure. Romuald Sciorra, depuis New York, est-ce qu'un mot quand même, c'est vrai, sur cette ambiguïté historique sur laquelle joue Xi Jinping pour essayer de tenir à distance tous ses partenaires autour de la planète dans le dossier taïwanais ? Et évidemment, et c'est derrière cette ambiguïté que se réfugieront les démocraties occidentales qui effectivement devraient soutenir la démocratie taïwanaise. On partira du principe, écoutez, Taïwan n'est pas un État indépendant. Après tout, c'est une affaire chinoise. Ça peut sembler un peu gros, mais si par exemple quelque chose se passe en 2027 durant donc le mandat actuel de Donald Trump, ça sera le discours de Trump auprès des Américains. Après tout, on n'a jamais reconnu Taïwan comme un État indépendant. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être partout. On ne peut pas, comme il l'a dit, comme c'est écrit dans le document publié la semaine dernière, soutenir le monde comme Atlas en permanence. Donc oui, il y a ambiguïté de la part de l'Union européenne, de l'ONU, des Occidentaux et des États-Unis, et ils se réfugieront probablement derrière celle-ci. Richard Verly, je tente quand même, mais quand on regarde l'escalade dangereuse à l'est de l'Europe, l'escalade peut-être encore plus dangereuse autour de Taïwan, est-ce que la neutralité suisse légendaire est encore possible quand il y a de tels risques systémiques? Et là, je me tourne presque plus du côté de l'Indo-Pacifique. Alors, sur le conflit en Ukraine, la Suisse n'est plus neutre. Elle applique les sanctions de l'Union européenne et elle les a appliquées 4 jours après l'agression russe contre l'Ukraine et 4 jours après la décision européenne. Donc certes, elle se prévaut encore d'une neutralité qui lui permet d'accueillir les pourparlers les derniers au mois de novembre, mais dans les faits, en tout cas pour la Russie, qui l'a dit clairement, la Suisse
n'est plus neutre puisqu'elle participe à l'embargo commercial économique de la Russie. Dans le cas de Taïwan, c'est très différent puisque la Suisse a des relations très privilégiées avec la Chine, des relations commerciales importantes, et je pense que là, pour le coup, la neutralité suisse serait éventuellement d'être un lieu, là aussi, de négociation, mais je ne crois pas que le sujet Taïwan soit un sujet qui mobilise beaucoup en Suisse. Malheureusement, à mes yeux, si demain il devait y avoir un assaut chinois contre Taïwan, je pense que côté suisse, on en resterait à quelques communiqués effarouchés. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi les opinions publiques en Europe ne sont pas très sensibilisées à ce dossier majeur à l'autre bout de la planète pour nous, du globe. On va terminer comme chaque semaine les Experts sans frontières avec vos cartes blanches, des articles, des sujets locaux de vos pays respectifs que vous avez choisis. Alberto Toscano, je commence avec vous. Vous avez choisi de nous parler de gastronomie italienne reconnue au patrimoine mondial de l'humanité. Oui, le nationalisme italien me fait toujours sourire. Le nationalisme me fait sourire en général. Mais quand c'est les Italiens très nationalistes, j'ai envie justement de sourire. Parce que là, cette admission, qui me fait grand plaisir, évidemment, de la gastronomie italienne au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est une reconnaissance formidable, a provoqué en Italie une vague de fierté nationale, comme je crois on ne voyait pas depuis 2006, quand l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Le patriotisme culinaire, c'est formidable. Non, vous avez l'air de railler le patriotisme culinaire. Cette idée. Et donc, la presse, le Colisée a été transformé en un grand monument national aux 3 couleurs, vert, blanc et rouge. Les couleurs de la patrie, avec une grande écrit de lettres lumineuses, la fierté nationale pour ça. Donc il y a eu ce moment extraordinaire de fierté nationale dans un plat de spaghettis. Et bon appétit. Formidable. Vous pouvez lire ça notamment dans la presse italienne. Romuald Schiora, on file à New York. Vous nous racontez une histoire complètement dingue du New York Times, une histoire de typographie et de département d'État. Oui, dont on parle beaucoup ici. Comme vous le savez, cette administration a, concernant l'intérieur, la volonté de mener une contre-guerre culturelle, enfin une guerre contre la culture woke, etc. C'est donc contre-révolution woke. Cherchez les mots. Elle s'inscrit donc dans la lutte contre les programmes de diversité qui ont été pour la plupart donc annulés par l'administration, que ce soit dans les universités, dans tout ce qui touche au gouvernement fédéral, bien évidemment. Et maintenant, Marco Rubio, le secrétaire d'État, s'en prend donc à la police Calibri, qui était la police qui avait été décidée par l'administration Biden concernant la plupart des documents produits par l'État fédéral et plus spécifiquement par le département d'État. Cette police qui ne nuisait en rien à la bien bonne compréhension des textes par le grand public, était par contre, puisqu'elle est un petit peu plus ovale, les lettres sont espacées, plus facile, plus accessible pour les personnes qui ont des difficultés à voir ou les personnes souffrant de dyslexie. Donc on était dans une police, je dirais, inclusive, et donc Marco Rubio a été très clair. Tout ce qui touche à la diversité et au programme d'inclusion sont aujourd'hui bannis de l'administration Trump-Vance, et donc nous en revenons à la typographie, à la police, pardon, Time New Roman. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans mon joli pays. La guerre typographique contre Calibri, à lire dans le New York Times. Incroyable. Madoka Kitamatsu, je me tourne vers vous. Un article du Nikkei, vous avez choisi sur la BOJ, la Banque centrale du Japon, qui va bientôt arbitrer sur sa politique monétaire. Oui, donc ça c'est exclusif par nos collègues à Tokyo. Donc la réunion est prévue le 19 décembre. On a déjà eu la nouvelle qu'ils vont augmenter le taux, ce qui après des années de déflation au Japon. Et donc ça, c'est une nouvelle très très attendue et très commentée là-bas. Oui. Et le problème, c'est que le marché n'a pas réagi vraiment. Parce que à côté, il y a la politique très expansionniste du Premier ministre Takaichi qui veut augmenter le budget pour l'année prochaine. Ça aussi, c'est une politique d'Abe qu'elle veut suivre.
Qu'elle veut suivre. Écoutez, en tout cas, on va surveiller ça de très près. Rendez-vous le 19 décembre et on suivra ça grâce notamment au Nikkei que vous représentez. Richard Verly, on termine avec vous. Un article de Blick sur une pub suisse avec Roger Federer qui fait causer. Oui, effectivement, parce que Roger Federer, au fond... il est l'icône de la Suisse, vous le savez, mais même s'il ne joue plus sur les courts, il a été le symbole de la Suisse. Et il a fait une publicité pour appeler tous ses fans internationaux à visiter la Suisse. Sauf que la Suisse a trop de touristes. Et un certain nombre d'organisations se plaignent et disent que finalement, Roger Federer devient l'avocat, le soutien du surtourisme qui pose tellement de problèmes dans un certain nombre de villes. On pense à Barcelone ou à Rome notamment ou à Venise. Voilà, donc vous voyez, en Suisse, finalement, on n'est jamais content. On voudrait gagner, toujours gagner, mais pas trop quand même. Une pub de Roger Federer qui se retourne un peu en bad buzz. Merci beaucoup en tout cas à mes experts sans frontières, Alberto Toscano, journaliste et politique italien, Richard Verly, correspondant du média suisse Blick, auteur de Cette Amérique qui nous déteste, que je vous recommande aux éditions Nevicata, Madoka Kitamatsu, chef du bureau du Nikkei à Paris à Genève, et puis Romuald Sciorra, chercheur associé à l'IRIS, auteur de L'Amérique éclatée aux éditions Armand Collin. Les experts sans frontières, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end à tous. Et tout de suite, le journal de Stéphanie Colo. Les experts sans frontières sur BFM Business.